chers spectateurs, téléspectateurs, j'allais dire, et soyez bénis. Heureux de vous savoir encore nombreux ce soir et branchés au poste téléviseur pour notre émission Le Vécu du quotidien. Ce soir, Le Vécu du quotidien va nous amener chez les mamans et les bébés, les sages femmes, les femmes sages que le Seigneur a appelées sages. Et elles ont une sagesse spirituelle inégalée. Alors, vous vous rappelez, dans le pays d'Égypte, lorsque le roi Pharaon avait donné cet ordre de tuer tous les premiers-nés garçons, les sages-femmes ont sauvé la vie de plusieurs par leur sagesse, leur intelligence et illuminées par le Saint-Esprit. Alors ce soir, c'est ces femmes qui sont là. Vous allez les découvrir. Bonsoir à vous et merci d'avoir choisi notre chaîne de télévision, la télévision Jésus vous aime, RTJVA comme nous l'appelons. Nous vous aimons également affectueusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, une minute, nous allons nous incliner devant la face de Dieu et commencer notre émission. Père adorable, nous voulons te dire merci parce que ce réveil, c'est toi qui l'as permis. Qui sommes-nous pour décider de notre réveil ou non? Papa, c'est parce que tu nous as aimés que ce jour nous a été donné, ensoleillé, beau. Papa, nous sommes en train d'aller vers la fin de la journée et c'est la soirée qui arrive. Nous voulons te dire tout simplement merci. Nous sommes là ici pour débattre d'un thème, Seigneur, que Papa, les téléspectateurs vont découvrir et savoir que nous avons besoin de tout pour notre corps, le holistique, l'évangile dans son ensemble. Alors merci de ce que le Saint-Esprit nous a déjà assisté et que nous avons tout fait et tout a été bien au nom de Christ Jésus. Amen. Alors soyez bienvenus mes sœurs, mes chères sœurs, mes jeunes sœurs, soyez les bienvenus à notre télévision. Merci. Je vais commencer par la droite. Présentez-vous, madame. Je suis Maouli Awissou, sage-femme. Je suis Maouli Awissou, sage-femme d'État au CMS Jérusalem. Merci. Merci. C'est CMS Jérusalem, c'est CMS Assemblée de Dieu Agbalopé-Dogan. Il est baptisé Jérusalem. Oui, à ma gauche. Merci maman. Bonsoir chers téléspectateurs. Moi c'est Madame Abreni Sosukwe Maoulawe. Je suis sage-femme d'État. Merci. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, nous le disions tantôt, nous sommes là pour débattre d'un thème très capital, les consultations prénatales à temps, au bon moment. Pourquoi est-il nécessaire d'aller voir la sage-femme lorsque une femme se voit ses règles arrêtées? C'est important. Alors, nous avons jugé de plancher sur ce thème cet après-midi. Soyez bénis. Alors, sans tarder, comme nous avons déjà demandé l'aval de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons commencer. Nous allons d'abord commencer par les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une consultation? Et maintenant, prénatal. Il semble qu'il y a pré, il y a post, ou bien il y a encore un troisième. C'est ça, non? Merci. Alors, passez-vous la parole, Madame Maoulawe. À ma gauche, commencez, Madame. Merci, maman. Vous avez presque les mêmes noms, Maoulawe, Maouli. Oui. Merci. Ok, pour commencer, je dirais que la consultation prénatale, c'est cette consultation-là que la femme doit faire au cours de sa grossesse. Au cours de cette consultation, cette femme-là reçoit des soins et des conseils qui concourent à une issue favorable de sa grossesse. Merci. Oui. Votre jeune sœur va compléter, oui. Merci, maman. Comme ma soeur l'a déjà dit, la consultation prénatale, c'est un rendez-vous médical et de soutien pour la femme enceinte visant à surveiller la santé de la mère et du fœtus. Merci. Visant à surveiller la santé de la mère et du fœtus. Oui. Alors, si tel est le cas, pourquoi donc aller voir la sage-femme ou la matrone dans le village à temps? Puisque notre thème dit « consultation prénatale à temps. Donc, je pense que
il peut y avoir un retard, mais nous voulons corriger ce retard pour que ces consultations se fassent au bon moment, au bon temps. Oui, madame. Merci, maman. Il faut aller à la consultation parce que ce n'est pas toute absence de règles qui signifie grossesse. L'absence de règles peut être due à un trouble du cycle, par exemple. Donc, cette première consultation-là permettra à la sage-femme ou bien à l'agent de santé de confirmer la grossesse. Et s'il y a d'autres problèmes liés à la grossesse que la femme vous dit, c'est à ce moment-là que vous discutez avec la femme pour pouvoir lui donner une solution. Merci. Merci, notre sœur Maouli. Oui, c'est ça, la sœur a déjà dit. Il faut aller à la consultation à temps pour pouvoir détecter les possibles risques de la grossesse. Merci. Maintenant, vous avez parlé grosso modo en général. Oui. Attends là même, c'est quand? D'abord, moi-même, là, des fois, mon second enfant, là, je n'ai pas fait règle. Je n'ai pas fait règle du premier jusqu'au second. Je suis pas dans l'hôpital, me dit que vous étiez en aménorrhée postpartum. Voyez-vous. Attends, là, c'est quoi? Dites-nous. Nous sommes novices. Oui, vous pouvez commencer, oui. D'accord. Aujourd'hui, attends là, il y a une nuance. Oui. Il y a la consultation prénatale et la consultation de confirmation. En fait, la première consultation, c'est quand la femme n'a plus ses menstruations peut-être, ou bien la femme sent qu'elle est enceinte. Donc, quand elle vient à notre niveau, on fait une consultation, nous on fait les choses qu'on doit faire pour voir si vraiment elle est enceinte. Ou bien si c'est un autre problème, comme la sœur avait dit. Si c'est vraiment une grossesse, on confirme. D'accord. Maintenant, la consultation prénatale même, attend, c'est que c'est à partir ou bien autour de 12 semaines. Aujourd'hui, c'est ce que nous disons. C'est bon? Autour de 12 semaines, oui. Il faut que, si tu sens que les règles ne sont pas arrivées, aller très tôt voir la sage-femme ou le médecin chargé. Oui. Merci. C'est ce que la sœur a dit. L'OMS dit de commencer la consultation à 12 semaines. Peut-être bien avant 12 semaines, l'aménorrhée peut amener la femme vers vous. Et une fois que la grossesse est confirmée, si elle vient avec des problèmes, vous réglez ce problème et vous lui donnez un rendez-vous à partir de 12 semaines pour commencer cette consultation proprement dite. Vous avez utilisé un terme, aménorrhée. L'absence de règles. C'est l'absence de règles. L'aménorrhée, l'absence de règles. Vos termes scientifiques, là, de santé, là, non, on ne compte pas. Nous, on dit arrête. Merci beaucoup. L'aménorrhée, l'absence de règles. Bon, vous avez parlé de la confirmation, vous avez parlé de la consultation de confirmation, consultation prénatale où vous dites que l'aménorrhée peut vous amener à voir si c'est effectivement une grossesse. Est-ce que si, par exemple, les 12 mois, et je ne suis pas allée, ça peut causer certains dommages? 12 semaines. 12 semaines, pardon. C'est 12 semaines, excusez-moi. Il peut avoir déjà quelque chose de compliqué qui peut, puisque d'autres conçoivent 2 semaines après. Oh, je me suis arrêtée. Hein? L'aménorrhée là dont vous dites là, elle est arrivée. Mais quelques semaines, de 3 semaines, il y a. Je dis que, oh, mais c'était quand même. J'étais en attente que vraiment c'était, mais bizarrement, d'une manière inopinée, inattendue, j'ai vu que le sang est encore revenu. Ok, d'accord. Je peux dire qu'en réalité, la grossesse s'implante dans l'utérus. Et c'est là une grossesse normale, ça. C'est une grossesse qui doit évoluer, ça. Maintenant, bon, on ne sait pas comment le dire, mais des fois, il y a des problèmes. Ça fait que la grossesse ne se trouve pas à l'endroit où ça devait être. Ça là, si la dame ne vient pas tôt à la consultation, elle peut avoir des problèmes. C'est juste un point que j'ai souligné. Ma soeur peut toutefois continuer. C'est ça. Merci.
Ok, il faut commencer la consultation à 12 semaines. Et si cette dame-là ne vient pas à 12 semaines, ça peut lui créer vraiment des dommages. Puisque à partir de 12 semaines, il y a des questionnaires, des questions que nous posons qui permettent au personnel de diagnostiquer les risques qui sont liés à cette grossesse-là. Donc, durant le questionnaire, nous voyons les risques qui sont liés à la grossesse. Et si nous le dépistons à temps, la prise en charge aussi est rapide. Là, nous sommes déjà dans les conséquences de ne pas aller à temps et pour une consultation après l'aménorrhée. Et maintenant, si j'allais à temps, qu'est-ce que je peux avoir de plus avant de venir à ceux qui ne vont même pas jusqu'à l'accouchement là? La personne, l'autre, elle est là. Le moment arrive, on dit je suis 9 mois et puis on commence par les douleurs et puis on se présente. Carnet 0, riz 0. Bon, maintenant, quel avantage maintenant on peut dénoter par rapport en se pointant très tôt chez la sage-femme? En se pointant très tôt, cette femme bénéficie des conseils. C'est ça. Des conseils par rapport à son alimentation, des conseils par rapport à son mode de vie. Et aussi, nous lui demandons l'échographie, la première échographie. Cette première échographie-là va confirmer la grossesse, va voir si cette grossesse est réellement intra-utérine ou bien extra-utérine. Cette échographie-là va permettre de voir si c'est une grossesse de bébé ou un. Et cette échographie-là nous permet de dater la grossesse, le mois de la grossesse. Donc c'est important de faire l'échographie. Oui. Très important. Je me rappelle lors de mon premier geste, de mon premier accouchement, il n'y avait pas aussi ces... Les choses n'avaient pas vraiment évolué comme aujourd'hui. Oui. Et je n'avais pas eu la chance aussi de le faire. Mais quand je suis arrivée à la table d'accouchement, quand la sage-femme m'a vu, m'a tâté, dit « Ah, ton enfant a pris le siège, la sortie du siège. » Si, et comme on me connaissait comme la femme de Dieu, je chante dans la sage-femme, Madame Assis, tu sais chanter, non, chante, maintenant on va voir. Tu chantes à la radio, non, chante. Ton bébé a amené le siège. Si on ne fait rien là, si ton Dieu là ne fait rien là, jusqu'au matin là, on va t'amener au bloc. J'ai commencé à trembler. Je pense que c'est ici le lieu de le dire, que la médecine vraiment a fait un pas et nous saluons le Seigneur qui a mis cette connaissance dans les médecins, dans la vie des médecins pour nous aider avec ces moyens. Et c'est très important. Oui, nous sommes en train de débattre d'un thème capital, la consultation prénatale à temps, pour éviter les risques à courir. Alors, si vous nous avez pris en route, nous sommes bien sûr à la RTJVA et nous sommes à l'émission Le Vécu du quotidien et vous ne vous êtes pas trompés, soyez branchés jusqu'à ce que les minutes prévues puissent s'achever. Vous serez richement bénis et vous allez vraiment étayer ou dissiper les zones d'ombre que vous avez pour vous-même peut-être, pour vos petits-fils, pour vos filles et pour votre entourage. Alors soyez bénis. La consultation prénatale. Nous sommes en train d'évoluer. Nous avons déjà parlé des conséquences et nous avons les avantages. Maintenant, celles qui ne vont du tout pas, quand c'est complications, comment vous en sortez? Carnet de consultation 0. On ne sait pas c'est quoi 0. Jusqu'à ce qu'on parle d'échographie, c'est encore là. C'est pas tout le monde qui arrive là parce qu'il y a aussi les frais qui sont un peu élevés. Oui, merci. Madame Ouissou. C'était quoi la question? Comment on gère ou bien... Comment vous gérez quand les gens comme ça débarquent sans carnet, sans rien, et c'est parce qu'on est à terme sans les douleurs de l'enfantement se présente. Comment vous en sortez? C'est très compliqué aujourd'hui de voir une femme enceinte qui vient sans carnet parce qu'elle n'a pas fait la consultation. Déjà, en tant que femme, on se met à la place de cette femme-là. On voit les risques possibles qu'elle court avec son enfant. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que l'enfant est bien formé?
est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a un bon développement chez l'enfant et tout. C'est très difficile d'avoir une femme aujourd'hui qui n'a pas fait de consultation. Ça nous met tellement mal à l'aise. Est-ce que c'est ce qui explique votre méchanceté au moment où nous accouchons là? Dites-nous. C'est une question sans détour. Question sans détour, dites-nous. Parce que si tu ne fais pas attention sur la table de consultation, table d'accouchement là, aïe, tu vas recevoir des claps, hein? C'est pour bon, nous je vais laisser ma soeur répondre d'abord. Ok, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse en soi n'est pas une maladie. Mais étant enceinte, on peut avoir des complications, des maladies qui mettent en danger et la vie de la maman et la vie du bébé. Donc, il faut que les femmes fassent l'effort de faire la consultation prénatale. Puisque au cours de la consultation prénatale, c'est toute une prise en charge complète. Il y a des paramètres que nous prenons. La tension artérielle, la température. Nous prenons la hauteur utérine. Les femmes disent habituellement, nous mesurons le ventre. Tout ça là, ce n'est pour rien. C'est pour surveiller la grossesse et pour pouvoir dépister les complications à temps. Donc ces femmes-là qui ne viennent pas du tout à la consultation, elles n'ont qu'à savoir qu'elles courent un grand risque. C'est vrai qu'il y a la... Bon, moi je dis par après que c'est la grâce de Dieu, celle qui accouche sans problème là. Ça c'est une grâce. Sinon, la grossesse en soi, c'est vrai que c'est pas une maladie, mais ça peut être émaillé de beaucoup de complications. Donc de grâce, si ils ont l'opportunité, elles n'ont qu'à venir à la consultation et à temps. Merci. Merci. Je veux juste ajouter quelque chose. À part tout ce que ma soeur a cité, il y a aussi les maladies transmissibles. Ça fait que une dame qui se présente, qui n'a pas fait la CPN, c'est au cours de la consultation prénatale que d'autres sont dépistées, qu'elles savent qu'elles ont des maladies qu'elles peuvent transmettre à leur fœtus ou bien à leur bébé. Et c'est au cours de la consultation que nous prenons en charge ces femmes. Supposons une femme qui n'est pas venue à la consultation prénatale alors qu'elle a une maladie transmissible à son enfant. L'enfant qui n'a rien fait prend cette maladie facilement alors que c'est quelque chose qu'on pouvait éviter. Il y a beaucoup d'aspects qu'on ne peut pas développer seulement ce soir. Pour une femme qui ne vient pas à la consultation prénatale, au jour d'aujourd'hui, c'est une aberration, je vais dire. Je ne sais pas, c'est difficile. Donc bon, on va s'arrêter. Vous les avez appelés les CPN. Combien de fois une femme doit se présenter pour les CPN, consultation prénatale, jusqu'à l'accouchement? Ok, selon l'OMS, il faut au moins 8 contacts avant d'accoucher. Les 8 contacts, souvent vous avez des dates présumées, mais aucune de mes dates présumées n'est tombée. Ça, après 2 semaines, après 1 mois. Bon, les dates présumées, en fait, c'est un intervalle de temps. Nous ça. le disons toujours à nos femmes que c'est un intervalle de temps. Par exemple, on ne va pas te donner une date aujourd'hui et ça va tomber juste non. C'est plus ou moins quelques jours. C'est-à-dire quelques jours avant ou quelques jours après. Donc, bon. Bon, je vais tomber dans une question que peut-être qu'on n'avait pas prévue. Qu'est-ce qui se passe quand la femme, oh, ça c'est encore loin, quand la femme voulait accoucher et il y a des os qui, vous les appelez les poches, des os qui se rompent et l'enfant... Souvent, un enfant qui peut-être on dit que l'enfant a bu de l'eau. Bon, dans notre jargon, on dit que l'enfant a bu de l'eau. Et puis, il y a eu complications rapidement. Sinon, l'enfant risque de... Qu'est-ce qui cause cela? Peut-être que la question n'est pas trop claire. Oui, c'est déjà au moment de l'accouchement. C'est juste une question que j'ai mise, n'était pas dans notre chose. Qu'est-ce qui fait que les enfants boivent de l'eau? C'est parce que les poches d'eau sont rompues et puis la femme n'était pas allée à temps voir ou bien c'est les dates présumées qu'elle n'a pas respectées, ou bien c'est quoi. Et souvent on dit que rapidement intervenir, sinon l'enfant risque de boire, on risque de perdre l'enfant.
Merci pour la rupture prématurée des membranes. Je crois que c'est ce que maman veut dire. Ça peut être dû à une infection. À une infection. Donc, et si il y a rupture prématurée des membranes, nous devons agir dans les 48 heures. 48 heures, c'est ça. Oui. Pour sauver la vie de l'enfant, du bébé. Bon, j'avais aussi une question comme ça avant qu'on ne continue. J'avais dit que est-ce que c'est bon pour une femme de d'utiliser des tisanes pour se faire préparer le col avant l'accouchement? Est-ce que c'est pas la sage-femme qui lui a demandé est-ce que c'est bon? Je pense que c'est moi, dans mon monde, disons, du commun des mortels, moi je dis que c'est aussi une des causes. Parce que si tu prépares vite et puis ça ne fait pas chose, alors que c'était pas le temps présumé, peut-être ça peut. Oui, dites-moi. Ce n'est pas du tout bon, maman. Ce n'est pas du tout bon parce que, en fait, nos tisanes, il y a des... chez nous, on appelle ça des DCI. Il y a des choses dedans qui, sur le plan scientifique, que nous ne maîtrisons pas. C'est ça. Que les femmes même ne maîtrisent pas, qu'elles prennent, qui peuvent peut-être agir sur l'utérus. Alors que l'utérus est... C'est-à-dire, c'est très précieux pour nous. Nous, on ne s'amuse pas avec ça. Et par exemple, tous les produits que nous utilisons, nous les maîtrisons. Nous savons que il y a ces produits, on ne peut pas mettre à un moment donné. C'est ça, ou mélanger ça et ça. Merci, ne pas mélanger les produits. Mais elles prennent des tisanes sans posologie, sans rien, et elles viennent. Ce n'est pas du tout bon pour leur santé. Merci, maman. Je vais faire une confession. Lorsque je vais donner ma seconde fille, on m'a proposé les feuilles de papaye. Et c'était, pour moi, je vais le faire durant 2 semaines, peut-être, pour que je n'ai pas une complication, un accouchement compliqué. Je me suis dit que... Mais la veille, j'ai pris ça autour de 20 heures. Le lendemain matin, je suis partie. Je me suis dit que j'ai précipité. J'ai précipité peut-être l'accouchement par la prise de ce produit parce qu'on m'avait donné l'intervalle de 2 semaines. Et quand j'ai pris la tisane le lendemain matin à 7 heures moins, j'ai couru rapidement. Heureusement que le centre de santé était à côté, juste à quelques 100 ou 200 mètres. Et c'est ma confession. Donc, c'est vrai, nous sommes en train, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux ce que nous disons. Les mamans que Dieu a mis à nos côtés comme des sages-femmes, elles sont les plus habilitées à nous donner des conseils. S'il faille aussi que nous prenions des tisanes, elles peuvent aussi nous conseiller. Donc, attelons-nous aux prescriptions et aux prescriptions sanitaires pendant l'accouchement, pendant la grossesse, pardon, pour que nous puissions sauver la vie de nos bébés et nous-mêmes. Tout à l'heure, les mamans ont parlé des maladies et ça peut aussi des infections. Oui. Un produit peut provoquer aussi une autre infection. Parce que si ce n'est pas approprié à ce que tu as pris, ça peut aussi causer autre. Donc, nous vous prions. Les centres de santé sont multipliés partout. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous allons évoluer dans notre débat. Nous allons évoluer. Vous avez parlé de 4 fois ou 8 fois, 8 contacts avant l'accouchement. 8 contacts avant l'accouchement. Donc, dans les 8 contacts, est-ce que vous pouvez, si échographie est faite, définir la nature de l'accouchement? Parce que certains disent, à mon accouchement, à ma consultation, on ne m'avait pas dit que j'aurais une grossesse compliquée, une intervention chirurgicale. Mais comment brusquement dire, monsieur, rapidement allez chercher des sous, parce que vous risquez de perdre votre femme et votre bébé. Merci. Comment ça arrive brusquement? Non, ce n'est pas la première échographie qui va... C'est-à-dire, ce n'est pas avec la première échographie on va travailler en fin de grossesse. C'est ça.
Donc, pour une grossesse normale, sans complications, il nous faut au moins 3 échographies. Chaque échographie avec son objectif. C'est ça. Bon, je laisse la sœur continuer. 3 échographies pour être sûr du bon développement de l'enfant pour une naissance en sécurité. Oui. 3 échographies. La première échographie au premier trimestre, la deuxième au deuxième trimestre et la 3e échographie au 3e trimestre. Justement, parce que ça fait 9 mois. Oui. Et maintenant, par rapport, si la femme commence à 12 semaines, et c'est au premier contact, vous profitez en même temps pour discuter du plan de l'accouchement avec la dame. C'est ça. Et parlant du plan de l'accouchement, on peut dire la dame doit connaître déjà à ce premier contact qui doit l'amener à la consultation, qui doit l'amener à coucher. Et elle doit savoir ce qu'elle doit amener aussi pour accoucher. C'est à ce premier contact qu'on discute de tout cela avec la femme. Et si cette femme-là est accompagnée par un membre de la famille, on ne met pas le membre de famille de côté. Le membre de famille aussi, peut-être son conjoint, sa belle-mère, sa tante. Cette personne-là aussi écoute les conseils que l'agent de santé donne. Et comme toute la famille a écouté, c'est plus facile, quoi. Ce n'est plus la femme qui va aller encore dire que l'agent de santé a dit ça. Et la tante aussi va chercher à savoir si c'est vrai d'abord avant d'obéir. Donc, elle est la témoin oculaire directe pour transmettre le message qui a été livré à la consultation, aux dernières consultations par rapport à son accouchement. Qu'est-ce qui fait que malgré ces conseils, nous on récidive pour dire que non, même si la sage-femme, il advirait, pour d'autres vous dites que d'abord, avant d'en venir là, qu'est-ce qui, souvent dit qu'une femme a un col un peu, pas le col, mais un bassin rétréci qui n'est pas ouvert et que l'enfant, la position de l'enfant nécessairement, la sage-femme, bon, je ne sais pas, c'est des termes scientifiques et vous êtes mieux qu'elle ne peut pas faire des poussées, donc nécessairement il faut qu'on intervienne pour sauver la vie de l'enfant et la femme également. Nous on ne comprend pas, mais souvent on dit Seigneur Jésus est là, on va accoucher, même si le bassin est petit, comment Dieu va intervenir. Heureusement que vous êtes toutes les sœurs en Christ, bon, on va essayer de voir comment. Je dirais que chaque femme a avec sa morphologie. Donc, l'examen du bassin, c'est un examen qu'on fait au cours de la grossesse, au 3e trimestre. Et c'est l'agent de santé qui est habilité à le faire. C'est l'agent de santé qui est habilité à le faire. Donc, c'est l'agent de santé qui voit si le bassin est normal ou si le bassin n'est pas normal pour faire passer un accouchement par voie basse. Et nous allons encore plus pour demander un examen qu'on appelle pelvis scanner pour voir si le bassin est bon pour favoriser un accouchement par voie basse. Et si ce bassin n'est pas favorable pour un accouchement par voie basse, nous prenons des décisions. Ça veut dire que la femme doit accoucher par césarienne. Donc c'est une césarienne qu'on programme. On ne doit pas laisser entrer cette femme-là en travail. Nous programmons cet accouchement par césarienne. Et aussi, au vu d'elle-même et de son mari, de ses parents qui l'accompagnent, elle sait que c'est ça. Mais, simplement, juste ajouter quelque chose. J'ai oublié. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la cause de la césarienne n'est pas forcément le bassin. Il y a d'autres causes. Il y a plusieurs causes pour la césarienne. On peut avoir une femme qui a un bassin normal, mais à cause d'un autre problème, ne peut pas accoucher par voie basse. Par exemple, vous avez parlé de votre premier accouchement. On vous disait que l'enfant était en siège. Aujourd'hui, pour une dame qui n'a jamais accouché, ou bien c'est la première fois. Oui, pour la première fois, et dont l'enfant se présente en siège jusqu'en fin de grossesse, c'est-à-dire jusqu'en fin de grossesse,
on ne peut que faire la césarienne parce qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Vous voyez que là, même s'il a un bon bassin, elle ne peut pas accoucher par voie basse. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Un exemple aussi, un enfant qui se présente en transversal, c'est-à-dire l'enfant est comme ça dans l'utérus, ça ne peut jamais sortir par voie basse. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nos parents ou bien nos proches ont tendance à croire que quand on parle de la césarienne, c'est un problème de bassin seulement. Non, pas forcément. Il y a une phobie aussi qui entoure la césarienne tellement que quand on te dit, bon, tu vas suivre la césarienne, c'est comme vraiment, c'est le ciel qui descend sur toi, quoi. Mais il y a des choses, je pense que la césarienne aussi, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence d'aller, de sauver par cette voie-là. Parce que, je donnais un exemple tout à l'heure, un enfant qui est en transversal, comment on va faire pour faire sortir cet enfant par voie basse? Vous voyez? En ce moment, pour la césarienne là, c'est pour sauver et la maman et le bébé. Comprenez? Je pense que on aura des séances de sensibilisation. C'est vrai qu'elles viennent écouter, mais sur les antennes ou bien sur nos plateaux comme ça, c'est important de sensibiliser parce que les gens pensent que aujourd'hui la médecine est développée. Ce n'est pas comme avant. Pour d'autres, est-ce que je vais revenir en vie? Alors que même aujourd'hui, j'ai vu des opérations. La personne parle même. Et puis, on est en train de l'opérer, même si ce n'est pas pour l'accouchement. Et puis, elle est là, anesthésiée, et puis on lui fait la césarienne. C'est la peur. Bon, à part que, nous sommes sur une chaîne chrétienne, hein, à part que la médecine a évolué, moi je dis toujours, venir à l'hôpital et se faire bien soigner, c'est la grâce de Dieu. Donc, n'empêche pas qu'on ne fasse la césarienne, même quand on te programme pour la césarienne, ou bien tu es devant une situation où on doit te faire la césarienne, appelle ton Dieu, confie-lui la situation, dis à ton Dieu que après cette césarienne, tu vas sortir vivante avec ton enfant. Et je pense que Dieu même va intervenir. Puisque nous disons toujours que c'est Dieu qui opère et les autres reçoivent un nom. Donc Dieu, il est le premier qui opère d'abord. Je pense que c'est là le lieu de le dire. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? La césarienne aussi, c'est un mode d'accouchement. Je ne sais pas le pourquoi. Si on dit on va te faire la césarienne, beaucoup ont peur. Je pense que c'est un mode d'accouchement pour sauver et la maman et le bébé. Merci. C'est un mode d'accouchement pour sauver et la maman et le bébé. Mais la phobie, elle est toujours là. Excusez-nous, que le Seigneur nous aide. En tant que sage-femme chrétienne, vous avez un avantage sur vos pères, je vais dire vos semblables. Dites-nous comment vous en sortez. Je sais qu'avec vous, il y a la différence. Quand tu vas à Tokoin là-bas, là, les gens, quand tu vas aller à Tokoin, la personne préfère mourir en même temps que de dire que va. C'est quoi au juste? Ok, merci. D'abord, je dis que c'est déjà cette phobie-là qui est là. Hein. Oui. Je ne sais pas le pourquoi les gens ont peur du centre de référence Tokoin. Il faut savoir que si vous êtes référé là-bas, c'est pour une meilleure prise en charge. C'est pour une meilleure prise en charge. En cas de complications. En cas de complications. Et même au cours d'une grossesse normale, il faut savoir que c'est pour la bonne prise en charge. C'est ça. Mais il arrive que quand quelqu'un ne commence pas chez vous là, quand la personne arrive là, il semble qu'il y a un traitement différent là. Entre nous, dites-nous. Mais puisque les centres de santé sont aussi pour l'État. Oui, maman, il n'y a pas de traitement différent. Peut-être c'est les femmes qui le disent. C'est vrai. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Le traitement, c'est la même chose. D'accord. Parce que plusieurs femmes se sont plaintes parce qu'elles ont commencé dans les centres de santé et quand il y avait des complications, elles disaient, on vous transfère à Tokoin.
Et c'est des larmes que, ah, tout coin là, comme je peux commencer avec tout coin, souvent quand tu arrives, on te regarde pas là où tu as commencé, il faut aller continuer là-bas. C'est quand ça chauffe que vous venez à tout coin, quelque chose comme ça. J'espère que vous allez faire la différence parce que vous êtes illuminés par le Saint-Esprit, par Dieu, par le Seigneur, et vous avez la charge de sauver la vie humaine, la vie des mamans et la vie des enfants. C'est le plus. Et est-ce que vous me dites encore un de vos secrets par rapport à votre identité chrétienne? Non, moi je voulais dire quelque chose d'abord. Sur le plan national, il y a un protocole qu'on suit. C'est ça. C'est le lieu de rappeler à nos femmes qui nous suivent aujourd'hui, quand elles viennent dans un centre et il y a un souci ou bien il y a des complications et on les réfère à un niveau plus élevé, de ne pas paniquer. En fait, c'est pour une meilleure prise en charge, comme la sœur l'avait dit. Nous avons un protocole que nous tous nous respectons. C'est ce qu'on suit. Donc, il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des choses à ne pas faire à des endroits. Donc, quand on trouve que, ou bien, la sage-femme qui vous suit constate qu'il y a des complications, ou bien à son niveau, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire et elle vous réfère. Il ne faut pas paniquer. Je dis toujours, prenez ce Dieu-là que vous avez et allez devant. Ce Dieu-là sera avec vous et vous aurez un résultat meilleur. Merci, ce Dieu-là sera avec nous et nous aurons un résultat meilleur. La preuve, Dieu a compté sur vous et vous avez sauvé Moïse de vos mains. Moïse a été sauvé. Il a été le leader national ou international et sur le plan biblique, son nom est consigné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est la sage-femme, la magnanimité des sages-femmes, la sagesse, le savoir-faire qui a fait qu'elles ont pu gagner, bien préserver la vie de plus d'un, malgré le massacre des premiers-nés d'Israël, des enfants d'Israël en Égypte. Alors nous comptons sur ce Dieu que vous avez, que vous allez faire la différence. Vous aurez un bon accueil à vos centres de santé, même si vous êtes fatigué, donnez déjà l'espoir aux patients que tout irait bien et que ce que nous rencontrons peut-être dans les autres centres que vous faites, c'est la différence. Alors, et s'il faut encore, ou il fait encore une question, et c'est pour savoir, est-ce qu'il y a des prescriptions à un moment de grossesse que vous demandez nécessairement aux femmes grosses? Et les produits à Gbanji, Tike, Ore, les Kemina, Oro. Pas d'argent. Même pas pour les femmes enceintes. On dit souvent médicaments de la rue, ça tue. Donc, les bourses sont différentes, quoi. On avait déjà dit, comme on le disait toujours, à la consultation prénatale, il y a beaucoup de choses qu'on fait, y compris les prescriptions et les analyses. Il y a les analyses qu'on demande. Il y a d'autres qu'on fait en même temps pour ces femmes-là, pour voir si elles ont des maladies transmissibles. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'elles avaient ces maladies-là. C'est la consultation qu'on se rend compte que, ah, cette femme-là, elle a une maladie transmissible. Et on va la prendre en charge. C'est à la consultation qu'on prescrit les médicaments, surtout pour le sang. Parce que l'accouchement, c'est le sang. Il faut le sang pour nourrir le fœtus qui va passer par le placenta. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et si moi je refuse, comme je suis peut-être à quelques grammes de sang, et j'arrive à l'hôpital, on doit... mais le thème technique, le thème sanitaire, c'est quoi? Mettre le sang, là, vous dites quoi? Transfuser. Me faire la transfusion sanguine. Oui. Alors que je suis d'une obédience religieuse qui ne me permet pas de prendre le sang. Je dis non. Je pense que c'est se faire du mal. Parce que si l'agent de santé a diagnostiqué que vous êtes anémié et qu'il faut vous faire une transfusion, c'est que c'est important. Oui, Maoli. On ne transfuse pas parce qu'il faut transfuser. Il faut savoir que c'est parce que il y a un manque. Il y a un manque.
La transfusion est un peu délicate chez nous aussi. Hein. Comme la sœur l'a dit, on ne transfuse pas pour transfuser. C'est quand la vie de la personne est en jeu, c'est quand il n'y a plus de solution qu'il faut transfuser. Maintenant, si la personne sait que, bon, ce que moi je peux dire comme alternative, c'est que quand la personne sait qu'elle est d'une religion, d'une congrégation où on ne transfuse pas, vaut mieux venir tôt et éviter les complications jusqu'à arriver à un niveau où on doit te transfuser. Ou bien. Parce qu'il faut aussi bien manger. Si tu manges bien, je pense que le bébé sera suffisamment nourri. Et les nutriments aussi, quand la personne vient, vous les prescrivez, vous leur dites ce qu'il faut manger en tant que femme grosse. Oui. C'est ça. Pour ne pas arriver au dernier rivage. Pour qu'on dise que il y a manque de sang, il faut une transfusion et que vous brandissez votre identité chrétienne ou bien religieuse pour que cela ne puisse pas. Ça aussi, c'est un autre thème qu'on va débattre après parce que c'est très capital. Bon, nous ne sommes pas ici à juger quelqu'un. C'est Dieu qui va nous juger tous un jour, mais il faut quand même aussi sauver nos vies, sauvant nos vies. Et j'espère qu'on a assez parlé et nous sommes presque à la fin de notre disons notre débat et nous avons prévu que nous voulons prier pour les femmes enceintes, mais avant la prière pour ces femmes enceintes, et je voudrais savoir, c'est juste une question avant vos mots de clôture, est-ce que vous pouvez nous dire ici pourquoi l'enfant ne doit pas boire de l'eau quand il est accouché? Le petit qui n'a rien fait, il a soif, il ne sait pas. Nous sommes obligés de les tirer. Dites-nous. Oui, Madame Maouli. Pourquoi on ne doit pas donner l'eau? De l'eau à l'enfant. À l'enfant, l'enfant? Le bébé ou à l'enfant? Le bébé. Le bébé. Petit né. Ok. Le nouveau-né? Oui. Bon, je vais commencer par ici. Le lait maternel est constitué de 70% d'eau. Ah bon? Oui. Vous pouvez faire les recherches. Le lait maternel est constitué de 70% d'eau. Si nos mamans peuvent dire la vérité, quand elles commencent par donner tété, c'est beaucoup plus fluide. Oui. C'est l'eau seulement. C'est beaucoup plus fluide, c'est l'eau seulement. D'accord? Donc, Dieu même a déjà préparé tout pour l'enfant. Pourquoi quand l'enfant est dans l'utérus, en tant que fœtus, le lait ne sort pas? Vous allez voir que, bon, c'est comme nous travaillons, Dieu même a préparé avec des choses, il va boucher le mamelon pour que le lait ne sorte pas. C'est pour protéger cela. C'est quand l'enfant sort et qu'on met l'enfant au sein que le lait commence par couler. Vous ne voyez pas que c'est un mystère? Oui. Si Dieu n'a pas préparé ça, je ne sais pas comment dire. Ça veut dire que tout est déjà préparé. D'accord? Disposé par Dieu. C'est ça. Maintenant, voyons, nous, aujourd'hui, dans le monde, tout ce que nous faisons. Nos mains sont sales, les microbes partout. Est-ce que ce nouveau-né qui est né, très sensible, vous pensez qu'on a bien préparé les choses pour déjà lui donner? C'est pourquoi Dieu a déjà tout fait pour cacher là-bas, en attendant que l'organisme de ce nouveau-né se développe. Il faut que l'enfant soit nourri au lait maternel exclusif pour qu'il soit protégé. Merci. Merci. Merci, maman. Comme la sœur l'a dit, le lait maternel contient beaucoup d'eau. Si par exemple, vous tirez votre lait, vous mettez dans un biberon, quelques minutes après, si ça se décante, vous allez voir qu'il y a une majorité d'eau en haut et le lait est juste un peu en bas. Donc, il y a beaucoup... C'est comme une sédimentation. Oui, il y a beaucoup d'eau dans le lait qui peut gérer ce bébé jusqu'à 6 mois. Et c'est à partir de 6 mois maintenant que l'eau va compléter. Cet enfant aura besoin de l'eau. Sinon, moins de 6 mois, c'est
l'allaitement maternel exclusif. Est-ce que c'est la seule raison parce que l'eau est contenue en 50% ou bien plus de 50% dans le lait qu'on ne donne pas à l'enfant? Trop de viande ne gâte pas la sauce. Est-ce que c'est pour la seule raison? Non, je dirais non parce que quand l'enfant, on ne donne pas l'eau à l'enfant, l'enfant est protégé par ses anticorps naturels. Ça, on rentre encore beaucoup plus dans nos domaines. Les choses d'anticorps et tout ça, là, c'est à notre niveau. L'enfant est protégé naturellement. C'est-à-dire, quand l'enfant évolue, surtout au niveau de la dentition, si vous voulez, les mamans peuvent comparer l'enfant à qui on a donné l'eau et tout, et l'enfant à qui on n'a pas donné l'eau. Vous allez voir l'enfant à qui on n'a pas donné l'eau, quand l'enfant a fait la dentition, l'enfant n'a pas trop de problèmes. Merci. À combien de mois on peut donner le lait et la bouillie à l'enfant après l'accouchement? C'est après 6 mois. Après 6 mois aussi. Oui. Après 6 mois. Je veux encore souligner. Quelqu'un serait à la maison en train de dire, et par exemple, un enfant qui a perdu sa maman. Ça, c'est des cas délicats. Ça même, on ne le souhaite pas. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons tout pour que quand les femmes vont pour accoucher, qu'elles reviennent avec leur enfant. Amen. Donc, quelqu'un qui serait en train de nous voir et va dire, et une femme qui va perdre son enfant, ça, c'est des cas très délicats. Ça, là, plutôt dans ces conditions, même c'est des pleurs, on demande même à Dieu de protéger ses enfants. Donc, quand Dieu te donne une vie, tu es en bonne santé, fais ce qui est bien pour ton enfant. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez des mots de fin? Juste une minute, et puis on va prier pour nos mamans, nos femmes et nos sœurs enceintes et les bébés aussi. Nous avons en charge de le faire pour les protéger. Merci maman. Il faut noter que la consultation prénatale est très très importante et que c'est pour et la santé de la maman et la meilleure santé du bébé. Merci. Oui, madame Awissou. Maman, je dirais la même chose. Aujourd'hui, la consultation prénatale est primordiale. Je l'avais déjà dit, c'est une aberration pour une femme de rester à la maison, ne pas se faire consulter pendant sa grossesse. Aidez vos enfants à bénéficier de ce que nous faisons. Merci. Aider nos enfants à bénéficier de ce que nous faisons. Alors, nous étions en compagnie de Madame Abroni Sesoupe Maolawe et de Madame Awissou Maoli. Je précise que Madame Abroni Sesoupe, elle est sage-femme d'État, et Madame Maoli Awissou est aussi sage-femme d'État, mais elle, autre postule, elle est avec nous au centre de santé ADRI, Assemblée de Dieu d'Abalopé-Dogan. Alors, vous étiez en leur compagnie, en notre compagnie, et soyez bénis. Je pense que ce n'est que partie remise. Nous avons commencé une série d'émissions que il y aura les consultations postnatales et certaines maladies aussi qui sont vraiment, qui font rage, et comment les prévenir. Il y a beaucoup de choses. Alors nous vous disons merci parce que vous nous avez fait confiance, et nous allons ensemble prier pour nos mamans, celles qui ont déjà leurs enfants, celles qui se préparent par les avoir, et ceux qui se préparent aussi pour être mères un jour. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons ensemble prier. Nous sommes toutes des servantes de l'Éternel. Dieu nous a donné la grâce d'être revêtues par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Et cette prière, je sais qu'à ce moment, si une femme est en période d'accouchement et que ça devait être compliqué, Dieu va la délivrer et qu'elle sera libérée. Elle partira par son enfant, mâle ou femelle, et elle rentrera aussi chez elle au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Éternel Dieu, nous voulons prier, Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever pour, Seigneur, cette émission. Elle n'est pas seulement une émission et pour la santé, mais elle est aussi une émission spirituelle pour que, Seigneur, nos mamans qui sont là, nous comptons sur Dieu pour qu'elles puissent vraiment, Seigneur, être délivrées dans de bonnes conditions. Actuellement, il y a certaines sur les tables d'accouchement, certaines qui portent aussi des grossesses, qui ont des complications, et nous pensons que Papa éternel, elles puissent accoucher. Papa, je demande que le Saint-Esprit les amène jusqu'à bon port et que, Père, les risques des problèmes de maladie et risques d'avortement non désiré, tout ça là puisse être arrêté et qu'elles puissent vraiment, Seigneur éternel, Papa, nous voulons te dire merci. Nous allons demander à notre sœur Maouli de lever sa voix pour encore recommander toutes celles-là ou ceux-là qui ont écouté cette émission et ces conseils, que le Saint-Esprit grave cela dans leur cœur et qu'ils s'en fassent bon usage et aussi aider alors leur alentour. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as été avec nous du début jusqu'à cet instant T. Seigneur, nous élevons encore nos voix vers toi. Nous prions ce que, Seigneur, les téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, Seigneur, nous prions ce que tout ce que nous avons dit en ce lieu comme débat, tout ce que nous avons fait comme discussion, Seigneur, qu'ils gardent le meilleur en eux. Seigneur, si c'est des hommes, si c'est des femmes, que ces femmes décident de, si elles sont enceintes, autour, dans leur environnement, tout autour d'elles, qu'elles puissent sensibiliser à leur prochain, à elles-mêmes, de venir tôt à la consultation, de faire un bon suivi pour leur grossesse. Seigneur, si c'est des hommes, qu'elles puissent sensibiliser leurs femmes, qu'elles puissent sensibiliser leurs frères, d'amener leurs femmes tôt à la consultation, de faire un bon suivi. Seigneur, nous prions que ce message soit gravé dans la tête, dans le cœur de nos téléspectateurs et qu'elles puissent prendre de meilleures décisions pour que, Seigneur, leur vie puisse être améliorée, pour que demain, nous revenons encore avec des multiplications de grâce. Seigneur, en ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci à vous, nos chers preneurs de sang et la régie. Nous vous disons merci parce que c'est vous qui avez rendu très belles ces images et vous qui nous avez fait confiance en choisissant la telle chaîne de télévision RTJVA, télévision radio Jésus vous aime. Soyez bénis et nous vous promettons que très bientôt nous serons encore là pour la suite des émissions. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye, ciao.